est-ce qu'une intelligence artificielle peut écrire un roman? On a testé et on l'a publié, et aussitôt dépublié. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce livre? Ben, c'est C'est vraiment très cliché de bout en bout. Enfin, il y a 3 fautes par page déjà. Il y a même tout un business d'auteur artificiel sur Internet. En 2024, t'as pas besoin d'être écrivain pour écrire des livres. Today I'm going to be going over how AI made me a millionaire at 20 years old. Alors si on a fait cette expérience, c'est pas pour faire de France Culture une maison d'édition, c'est clairement pas non plus pour gagner un prix littéraire, mais pour explorer les questions que ça pose sur le cheminement de la création artistique. Parce que depuis des mois, l'intelligence artificielle générative, celle qui crée du texte, des images, du son, bouscule la littérature, entre les livres générés par IA vendus en ligne, les prix littéraires pour cette catégorie, et les plaintes d'auteurs américains contre la maison mère de ChatGPT pour violation du droit d'auteur. Alors comment ça marche? Ça donne quoi en termes de qualité? Qu'en pensent les écrivains et les éditeurs? Qui crée, l'humain ou la machine? Mais qu'est-ce que la création, au final? On va explorer tout ça ensemble, c'est parti. La révolution de l'intelligence artificielle, que de chemin parcouru. Je suis ChatGPT. ChatGPT, Midjourney, on n'arrête plus le progrès. Un algorithme ne touche pas, un algorithme ne sent pas. Ils en ont rien à foutre de la souffrance, les IA. Ils en ont rien à foutre de l'identité. C'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme contre la machine, mais c'est l'homme et la machine. Pour commencer l'écriture, il faut d'abord une idée. Et ça, l'idée, c'est le seul élément que moi, en tant qu'humain, je vais apporter. Donc voici l'idée. Un roman qui racontera une histoire d'amour entre deux êtres que tout oppose. Ça, c'est hyper novateur, ça n'a jamais été fait dans la littérature ni au cinéma. Dans un futur dystopique marqué par l'avancement des changements climatiques et de la technologie, en 2084, évidemment. On va utiliser un robot conversationnel, style ChatGPT, mais il en existe plein d'autres. Le principe, c'est qu'on écrit une requête qu'on appelle un prompt, on appelle ça prompter, et il nous génère une réponse. Alors par où commencer? Il y a un YouTuber qui a fait l'expérience, il s'appelle Ludovic Salen, il est spécialisé dans l'IA et la transformation numérique, et je me suis dit qu'il serait d'une aide assez précieuse. De ce que j'ai cru comprendre, c'est plus compliqué que de juste dire à une IA « écris-moi un livre ». Ouais, c'est ça. Le fonctionnement de l'intelligence artificielle, c'est un fonctionnement par prédiction. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va piocher dans un amas de mots. Le but du jeu, c'est que tu vas devoir le guider au mieux possible pour restreindre cet amas de mots. Donc, j'utilise le robot conversationnel qui s'appelle Claude, qui est réputé pour être performant pour ça. Est-ce que tu peux me dire d'où on commence en fait? Le point de départ, tu vas devoir essayer de rédiger le meilleur prompt possible. Tu vas devoir passer par différentes étapes. C'est ce qu'on appelle le chaînage de prompt en langage barbare. Moi, j'appelle ça saucissonner le process. Donc, par exemple, définir le sujet du livre, ensuite la trame, ensuite les personnages, les caractéristiques en fait que tu attends du roman final en termes de ton, en termes de langage, en termes d'univers, etc., etc. Tu vas lui dire de se positionner comme un romancier reconnu dans la science-fiction, par exemple. Ce que Ludovic m'explique, c'est qu'il faut demander à la machine d'être autocritique. Je lui dis de répondre à toutes les améliorations qu'elle propose, de décider de la longueur des chapitres, de lister des inspirations. De là, je prompte, j'y vais chapitre par chapitre et au fur et à mesure, j'ai un aperçu de l'histoire. Donc ça se passe à Néopolis, une mégalopole futuriste sous un système totalitaire, avec des drones de surveillance, des sortes de robots titans à la Transformers. On peut y être arrêté pour pensée subversive, et ça raconte l'histoire de Léa et Kenzo, deux militants contre le pouvoir dont on ne sait pas grand-chose. Ils se rencontrent dès le 3e paragraphe. On a presque toujours une scène de lever de soleil sur la ville en début de chapitre et un coucher de soleil en fin de chapitre. Les personnages essayent en gros de saboter les infrastructures du régime pour le renverser. Et au milieu du chaos, ils tombent amoureux de manière un peu subite, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. En faisant ce travail d'aller-retour, il y a pas mal de questions qui me viennent en tête, alors je les ai posées à deux spécialistes de l'intelligence artificielle. Jean-Gabriel Ganassia, qui est informaticien, philosophe des sciences et enseignant, plutôt techno-enthousiaste, et Asma Mala, qui est politologue, essayiste et enseignante, qui alerte sur les dangers de la technologie. Alors en écrivant, moi j'essayais de contribuer le moins possible à la tâche et de faire en sorte que la machine soit un peu autonome. Qu'est-ce qui crée dans ce genre de démarche? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la machine? L'auteur, étymologiquement, c'est celui qui augmente, celui qui est à l'origine. Si vous n'aviez pas posé la question à la machine, le livre n'aurait pas été fait. Mais en même temps, bien sûr, tout un tas de tâches très fastidieuses, tout ça a été fait automatiquement. Et donc, de ce point de vue-là, vous pouvez dire, c'est la machine qui a écrit. Et puis, si une machine est vraiment créative, c'est aussi que derrière, il y a un homme qui l'a conçu, qu'il a programmé pour être créatif. D'un côté, considérer que l'IA crée toute seule, c'est un peu la même chose que considérer, dans le cas de la photographie par exemple, que c'est l'appareil photo qui crée tout seul.
Mais il ne faut pas oublier que l'IA fait des choix, notamment pour restreindre l'écriture. En réalité, il me semble que dans ce processus d'écriture, donc de création, il y a oui un enfermement. Parce que si, dans les premières phases de l'écriture, là où ça doit normalement foisonner, eh bien, vous l'enfermez algorithmiquement, eh bien, de fait, vous allez d'une part vous empêcher d'avoir du choix, elle va générer quelque chose d'assez consensuel, parce qu'elle est une fabrication de tout ce qui existait avant vous. Or, la création, c'est précisément d'essayer d'apporter quelque chose d'autre, un déraillement, une nouveauté. Une reproduction consensuelle, c'est un peu l'impression qu'on a eue avec la vision développée dans ce livre. C'est le futur tel qu'on se le représentait il y a presque un siècle, avec du totalitarisme et de l'isolement social plus que de la surconnexion. C'est comme si la machine avait tenté d'imiter 1984 ou le meilleur des mondes. Je pense qu'il y aura deux qualités qui resteront de notre ressort humain. Et ces deux qualités sont le vrai et le beau. Imiter le vrai, ça n'est pas dire vrai. Imiter le beau, ça n'est pas faire quelque chose de beau. La machine ne fait qu'imiter. Elle peut imiter 1000 fois, 10 000 fois. Elle peut vous faire 10 000 poèmes comme un bon graphomane, mais lequel sera beau, elle ne saura pas le dire. C'est très intéressant ce que dit Alexei Greenbaum, et c'est très juste surtout. Mimer un raisonnement, mimer un langage, mimer un processus de création n'est pas la création elle-même. Il est donc difficile d'imaginer qu'une IA puisse avoir un style littéraire. Ça m'a fait penser à ce que disait Alexandre Astier au sujet de l'IA, c'était dans l'émission Hot Ones. Alors je vous épargne l'imitation d'Alexandre Astier, mais il disait « Maupassant, quand il tourne la tête sur Rouen, quand il est au bord du fleuve, il dit pas « Rouen avec les toits et les clochers ». Non, il dit « Rouen est le peuple pointu des clochers gothiques ». Et il poursuivait « Elles en ont rien à foutre de la souffrance, les IA. Elles en ont rien à foutre du doute, elles en ont rien à foutre de la frustration. » Et ça implique que pour créer, il faut avoir un vécu et être ancré dans le monde qui nous entoure. Bon, j'ai enfin mon roman avec 10 chapitres. J'ai besoin d'un titre, donc je demande à Claude de m'en proposer 10. Je choisis Néopolis, l'aube de la liberté. Pour le nom de l'auteur, comme j'ai utilisé l'IA qui s'appelle Claude, ce sera Jean-Michel Claude. Je génère avec ChatGPT un visuel pour la couverture, voilà le résultat final. Il y a un petit côté Fight Club, je trouve. À ce stade, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le retour d'un relecteur professionnel, quelqu'un dans une maison d'édition dont c'est le métier de relire des manuscrits pour décider de le publier ou non. Donc, j'envoie le bouquin en impression, je le reçois quelques temps après, puis je l'expédie aux éditions du Faubourg à Paris. C'est Sophie Caillat, la fondatrice de la maison, qui s'est prêtée au jeu. Est-ce que oui ou non, Jean-Michel Claude peut gagner un prix littéraire avec ce bouquin ? Ah, pas du tout. Non, il en est très loin. C'est vraiment du robinet d'eau tiède. Ça n'a aucun intérêt. Et qu'est-ce qui est moyen alors ? Est-ce que ça se joue dans le style, dans la structure narrative ? Les deux, narrative ? en fait. La structure narrative et bateau, c'est vraiment très cliché de bout en bout. Enfin, il y a 3 fautes par page déjà. Les dialogues sont insipides et le style est très lambda. Enfin, il n'y a pas vraiment de style, il y a une tentative de faire du style. Et c'est vrai que c'est pas ouf. Allez, petit florilège. Léa découvrit une petite communauté de réfugiés installés là, dans ce refuge improbable. Des hommes, des femmes et des enfants, tous marqués par la misère et la peur, mais qui semblaient avoir trouvé un semblant de paix. Il semblait y avoir un refuge. Moi, si je reçois ça, au bout de 3 pages, j'arrête tout de suite, quoi. On rentre pas dedans, en fait. On rentre pas dedans. C'est du cliché ajouté au cliché. Les personnages manquent de chair, d'incarnation, de vérité. Cette notion de chair, ça rappelle ce que disait Simone de Beauvoir au sujet de la construction des personnages. Il faut arriver à faire vivre des êtres imaginaires. Et pour ça, il faut que le langage même serve de chair et d'os à ces personnages. Est-ce que l'IA actuellement c'est un enjeu dans l'édition ? J'ai senti une certaine gêne quand je contactais des éditeurs à parler de ce sujet. Est-ce que c'est parce que c'est nouveau aussi ? Oui, bien sûr, tout le monde parle que de ça et tout le monde a peur. D'abord, les traducteurs ont peur. Là, j'ai signé un contrat de traduction qui demande qu'il soit interdit que la traduction soit générée par l'IA. On sent qu'il y a du potentiel, on sent qu'on en est vraiment à l'âge de pierre de ce que ça peut donner. Mais dans l'immédiat, l'IA est très loin de pouvoir rivaliser avec les œuvres de l'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe justement le jour où l'IA sera capable de faire aussi bien qu'un humain ? Est-ce que la qualité, c'est vraiment la question au final ? Pour ma part, il n'y a pas seulement la qualité du texte. Pour moi, un livre, c'est un vecteur entre un auteur, des idées et le public. Moi, je publie que des livres qui sont générés avec amour, cœur et intelligence, quoi. C'est une évidence. Bon, vu que les maisons d'édition n'accepteront jamais de publier une telle daube, je vais me tourner vers l'auto-édition pour le publier en version électronique. Là, je m'apprête à le publier sur Kindle, la plateforme de livres électroniques d'Amazon, pour qu'il soit commercialisable.
Donc il y a pas mal d'infos un peu fastidieuses à remplir, il vérifie pas mal de choses, des infos fiscales, etc. À noter qu'il n'y a pas besoin de code ISBN. Le code ISBN, c'est un peu l'adresse IP d'un livre, disons. Je spécifie que le livre a utilisé l'intelligence artificielle, et ça y est, il est en ligne, et aucune mention de l'IA. Voilà, Jean-Michel Claude, il va pouvoir rafler tous les prix littéraires. Pas du tout, on l'a tout de suite retiré pour ne tromper personne. L'idée était surtout de constater qu'il est possible de publier un livre créé par une IA sans que ce soit mentionné nulle part. Et je suis pas le seul à avoir fait ça. En 2023, il y a eu une inflation de faux livres sur Amazon, et certains ont atteint le top des ventes. On trouvait par exemple une biographie d'un soldat français de la Deuxième Guerre mondiale qui était truffée d'erreurs, des guides sur la cueillette de champignons qui donnaient des conseils mortels, des ouvrages qui usurpaient l'identité de vrais auteurs, tous retirés par précaution depuis. On remarque encore certains auteurs un peu suspicieux, capables de sortir des livres traduits dans plein de langues, mais dont on ne trouve aucune trace ailleurs sur Internet, surprenant pour un écrivain. Un YouTuber affirme même avoir généré, sur Amazon ou ailleurs, 1 million de dollars en créant des livres artificiels. Fin 2023, Amazon a mis en place un quota. Chaque auteur ne peut publier que 3 livres par jour, et la plateforme leur demande de les informer de la présence de contenu généré par une IA sur une base déclarative. Voici ce que nous répond un porte-parole d'Amazon. Nous avons mis en place des méthodes proactives et réactives qui nous aident à détecter le contenu qui enfreint ces règles, qu'il soit généré à l'aide d'IA ou non. Amazon nous précise enfin ne pas avoir constaté de pic du nombre de publications sur Kindle et explique qu'actuellement, il n'affiche pas d'informations sur l'utilisation d'IA, mais qu'il pourrait le faire dans le futur. On le voit bien, ça peut être un peu le Far West. Alors est-ce qu'il faut davantage réguler ? Nicolas Gors a son avis sur la question. Il a cofondé le label Création Humaine. Pour 49 €, près de 200 livres ont été certifiés. Au-delà de l'acte militant, c'est vraiment un moyen d'informer le public, puisqu'aujourd'hui, sur toutes les plateformes, Amazon, Kobo, etc., il n'y a aucun moyen de savoir si vous achetez un livre fait par un humain ou si vous achetez un algorithme. La Guilde des auteurs américaine, un syndicat des écrivains, a fait exactement la même chose. Nicolas Gors explique qu'il refuse environ 5% des demandes. Pourquoi ? Parce que la présence d'IA est détectée, ironiquement par une IA, lors de l'examen du livre. Ça veut donc dire que des auteurs ont essayé d'obtenir le label, même en ayant utilisé l'IA. Autre sujet, la fiscalité. Les livres bénéficient d'une TVA à seulement 5,5% au lieu de 20%, puisqu'ils sont des œuvres de l'esprit. Or, les livres générés avec une IA sont aussi facturés avec une TVA à 5,5%. Par définition, un livre qui aurait été fait uniquement par intelligence artificielle n'est pas une création de l'esprit. Et donc, il ne doit pas bénéficier de l'abattement de TVA et doit être facturé comme un agenda ou un almanach à 20% et pas à 5,5%. C'est une concurrence qui est déloyale et leur travail doit être apprécié avec les années, la sueur, toute leur personnalité qu'ils ont mis dans leur création. Et le pire, j'ai découvert ça ensuite, c'est qu'il existe des sites clés en main où vous entrez un prompt, un thème, et ça vous sort directement un livre en quelques minutes. On va faire un livre en français ? Ouais, on peut refaire le test avec Jean-Michel Claude, le fameux. D'accord. Et voilà. Your ebook is ready. Ok, déjà. Donc ça a pris combien de temps ? À peu près 2 minutes. Ces sites, d'ailleurs, incitent dans leur communication à ne pas avoir de scrupules à en faire un business. En 2024, t'as pas besoin d'être écrivain pour écrire des livres. En 3 minutes top chrono, 2 clics pour un livre. On a contacté plusieurs d'entre eux et malgré nos relances, ils n'ont pas voulu nous parler. Je veux vraiment pas être dans un monde où je suis incapable de distinguer ce qui a été fait par une machine et ce qui a été fait par un humain. C'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui. Il n'y a aucun moyen pour moi de savoir que Jean-Michel Claude n'existe pas. Tout ça amène aussi la question de la propriété des données qui servent à entraîner les IA, les œuvres dont elles s'inspirent pour créer. Actuellement, les auteurs peuvent refuser cette utilisation. C'est ce qu'on appelle le droit d'opposition ou opt-out, mais il est très difficile de prouver sa mise en œuvre. C'est le fameux scandale sur l'utilisation de la voix de Scarlett Johansson, je crois. Donc elle dit « ma voix a été utilisée ». I'm doing fantastic, thanks for asking. Et OpenAI dit « bah non, en fait, c'est une voix qui ressemble, mais ce n'est pas la sienne ». Et comment vous prouvez ça ? Ce cas est loin d'être isolé puisque non seulement des auteurs, mais aussi des artistes visuels et des musiciens ont par le passé porté plainte contre des entreprises de la tech. Alors faut-il bannir toute utilisation de l'IA dans le cadre de l'écriture ? Pas forcément. Il existe une littérature expérimentale façon Oulipo 3.0 qui permet d'en explorer les possibilités. Par exemple, dans Si Rome n'avait pas chuté,
L'auteur imagine un monde où l'Empire romain aurait donné lieu à une révolution industrielle avant l'heure, ce qui change un peu le cours de l'histoire. Mais l'utilisation de l'IA est ici clairement indiquée. Je crois que vraiment, dans le futur, il faudra qu'on ait peut-être indiqué que quelque chose a été généré automatiquement, mais surtout avoir une démarche très rigoureuse de confrontation des sources, et bien sûr être capable de distinguer ce qui sont des sources artificielles de sources authentiques. Des auteurs s'en servent aussi pour se documenter sur des sujets ou pour résumer de longs textes. Par exemple, nous, au service vidéo de France Culture, on l'utilise pour générer des transcriptions d'interviews ou générer des sous-titres automatiques. Et évidemment, on repasse derrière la machine pour vérifier. Mais on ne l'utilisera jamais pour créer des images ou du son. On peut aussi imaginer que la technologie pourrait pousser les humains à créer différemment. Par exemple, au XIXe siècle, le développement de la photographie a pu avoir son influence sur la peinture, puisque les peintres, ne pouvant pas rivaliser de réalisme, se sont mis pour certains à peindre autrement. Et ça a pu contribuer à l'émergence de l'impressionnisme. Pour terminer, j'ai une autre archive, Radio-Canada en 1979. Alors là, je crois qu'il faut bien voir que les ordinateurs ne remplacent les individus que dans des tâches mécanisables, mais il ne faut pas s'imaginer que l'ordinateur pourra se substituer à l'homme dans les mécanismes intellectuels de conception et de création. C'est assez curieux de revoir ça aujourd'hui. Ouais. Jusqu'où ça va aller ? En fait, ce qu'on est en train d'observer, c'est pile l'inverse de ce que dit le monsieur, mais à très court terme. Ça ne veut pas du tout dire que ce qu'il dit est faux. Ce n'est pas du tout les tâches mécanisables qui sont aujourd'hui menacées. C'est précisément les tâches intellectuelles et créatives. Il y a quelque chose comme ça de beaucoup plus complexe que ça va remplacer les métiers ou pas. Tous les discours qu'on entend aujourd'hui sur tout d'un coup la machine pourrait se substituer au processus de création, c'est d'une certaine façon, et pardon de le dire comme ça, mais c'est une panne intellectuelle, et c'est peut-être le renoncement le plus grave et contre lequel il faut se battre, et surtout ne pas entrer dans les discours paresseux de dire que notre singularité par rapport à l'IA serait justement nos émotions, nos intuitions. C'est en partie ça, mais ça ne doit surtout pas être que ça. Il ne faut surtout pas renoncer à la capacité à raisonner, à penser le monde. C'est peut-être une autre forme de symbiose, une autre forme de complémentarité, si, et seulement si, on sait garder l'outil à sa juste place. Ce stade de l'évolution, ce n'est pas l'homme contre la machine, mais c'est l'homme et la machine. L'homme et sa machine, les machines de son cerveau, qui doivent coopérer afin de rendre ce stade de l'évolution un stade qui puisse permettre à l'homme de survivre. Dans la description de la vidéo, vous trouverez plein de références bibliographiques, des émissions de France Culture à écouter, des livres à lire. Si par curiosité vous voulez lire Néopolis, l'aube de la liberté, il y a un lien vers le site de Radio France où vous y aurez accès. Mais je vous assure, lisez plutôt des vrais livres.